Welcome to Expert Opinion. This video brings together important excerpts from our prostate cancer webinar, which are presented by healthcare professionals. Produced by Procure, Expert Opinion is intended to provide reliable additional information for people newly diagnosed or undergoing treatment, as well as for their families. Lorsque vous avez une décision à prendre, c'est pas le même traitement pour tout le monde. On n'a pas un marteau et on enfonce le clou toujours de la même façon. Parce que tous les patients sont différents. Il y a des patients, en fonction de leur état général, de leur âge ou en fonction de leur espérance de vie, vont avoir des décisions différentes à prendre. On diagnostique un cancer de prostate chez un homme de 55 ans, c'est pas du tout la même chose que lorsqu'on en a 76. On le diagnostique avec un cancer agressif, c'est pas du tout la même chose qu'avec un cancer faiblement évolutif. Et d'autre part, interviennent en ligne de compte, outre l'état général, l'aspect de l'érection et l'aspect de la continence, parce que ce sont des variables importantes, parce que vous le savez, dès qu'on est traité, au niveau de la prostate, on a potentiellement des effets secondaires à ce niveau. Alors je dis tout le temps à mes patients, il suffit que je vous donne un médicament pour votre prostate, certains vont avoir moins de libido, moins d'érection, moins d'éjaculation. Donc, quand on intervient avec un bistouri ou si on fait de la radiothérapie, potentiellement vous affectez ces deux valeurs. Alors c'est très important de savoir où se situe notre patient et surtout quelles sont ses valeurs. Très souvent, au niveau des complications potentielles, il y a l'aspect urinaire et l'aspect sexuel, parce que j'aime bien cette analogie quand j'explique aux patients la chirurgie de la prostate. Je leur dis, imaginez que vous ayez un œuf dans un coquetier. La chirurgie, ça consiste à enlever l'œuf sans rentrer dans le coquetier. Donc on doit passer entre l'œuf et le coquetier, sans rentrer dans l'œuf, sans rentrer dans le coquetier. C'est ça qui nous permet de conserver les petits nerfs au niveau de l'érection. Puis les gens pensent que quand on parle de nerfs, en me disant « est-ce que vous avez conservé mes nerfs ?» Ils ont toujours l'impression qu'il y a un gros nerf là qui passe et qui est évident qu'on voit. Et en fait, c'est une arborescence, c'est des petits filets nerveux qui sont souvent invisibles, de la taille d'un cheveu. Donc, même quand on les conserve, on tracte dessus. Et c'est ce qui peut expliquer que l'érection, les gonflements post-opératoires mettent du temps à récupérer. Mais cette image d'œuf de coquetier est une image intéressante parce que les gens le comprennent. Puis quand la maladie est bien dans la prostate, on sait qu'on peut raser l'œuf sans rentrer dans le coquetier. Mais quand la maladie est proche du bord, ils savent qu'il faut creuser dans le coquetier. Et à la fin de la chirurgie, plus le coquetier est intact, meilleures seront les chances de récupération de la fonction érectile chez le patient. En fait, les nerfs, ils sont autour de la prostate. La prostate, c'est comme un fruit, puis ça ferait comme en partie de la pleure de la prostate. C'est à cette zone-là qu'on trouve les nerfs le plus souvent. On sait qu'ils sont là, ils sont microscopiques, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les voir à l'œil nu, on n'arrive pas à les voir en chirurgie non plus, mais on sait comment les éviter. On peut pas toujours les éviter, puis on sait qu'on est capable de les éviter autant que possible, mais on n'a jamais une certitude que les nerfs sont pas atteints, bien qu'on sache à peu près où ils passent. Donc, vous allez le savoir qu'après la chirurgie. Pendant la chirurgie, on est capable de savoir si on les a atteints ou si on les a sectionnés, parce qu'on le fait parfois volontairement quand c'est des cancers qui sont très étendus. Je répète souvent à mes patients que si on traite un cancer, puis qu'à la fin, les gens ont des érections, mais encore du cancer, c'est pas un bon traitement. Non. Alors parfois, on est obligé malheureusement de passer un peu plus large, un peu plus autour de la prostate, puis à ce moment-là, on sait qu'on les a sectionnés. Souvent, on les préserve très bien, mais ça veut pas garantir nécessairement qu'il va y avoir des érections, ni non plus qu'il n'y en aura plus jamais. C'est sûr qu'ils sont faciles à voir lorsqu'on regarde des graphiques, mais malheureusement, lors de la chirurgie, ils sont habituellement difficiles à voir et c'est pour ça qu'on peut les blesser facilement. Les techniques chirurgicales ont évolué parce que si on retourne dans les années 60 ou 70, c'était 100% de dysfonction érectile après une prostatectomie radicale. Avec l'avènement des connaissances en anatomie, les techniques ont évolué et ça permet d'éviter les nerfs chez beaucoup de patients maintenant.
si vous êtes capable de préserver ces nerfs érectiles, est-ce que tous les hommes vont récupérer cette érection? C'est une très bonne question, puis la réponse, c'est non. Puis c'est assez simple parce qu'il y a beaucoup d'hommes, le jour de leur chirurgie ou avant même leur chirurgie, qui n'ont pas des érections qui sont normales. Alors, on peut présumer que si le point de départ n'est pas parfait, ben ça va pas être parfait après. C'est souvent ça qui met la table, finalement, pour les attentes des patients, à savoir s'ils vont récupérer des érections ou pas. Des fois, on a des patients qui ont de très bonnes érections, chez qui on fait de très bonnes préservations, puis ont un peu plus de mal à récupérer. C'est rare, mais ça arrive. Puis des fois, à l'inverse, il y a des gens qui ont de très bonnes érections, qui ont des maladies très agressives, donc volontairement, on n'essaie pas de préserver les nerfs et ils arrivent à avoir des érections. Donc, la fonction érectile préopératoire est souvent un meilleur gage de la récupération que la chirurgie uniquement, mais c'est vrai qu'une bonne préservation, ça nous aide à récupérer davantage. Puis vous avez dit le mot récupération beaucoup dans cette petite réponse. Donc, quand ça vient à la récupération, en moyenne, combien de temps après une chirurgie qu'un patient peut s'attendre à retrouver cette érection? Encore là, c'est assez variable. C'est très rare dans les 6 premiers mois. Là, dans mon expérience d'avoir opéré plusieurs centaines de patients, là, c'est arrivé assez rarement que quelques semaines après, les gens aient eu des érections capables de mener à un rapport sexuel. Souvent, ça se passe dans les 6 à 12 mois, mais ça s'étend quand même plus loin. On dit que ça récupère beaucoup dans les 2 premières années, mais même si ça n'a pas récupéré après 2 ans, et encore là, d'expérience, il arrive qu'un peu plus tard, ça récupère. C'est très difficile de dire, après 21 jours, vous devriez avoir des érections parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça dépend de tout le monde, puis ça dépend du potentiel de récupération de chacun. En ce qui concerne l'aspect érectile, alors l'érection, c'est plus complexe parce que l'érection, c'est multifactoriel. Elle dépend de quel est l'équilibre sexuel dans le couple. Est-ce qu'il y a de stimulation ou pas de stimulation? Quelle est la qualité érectile du patient avant l'intervention? Puis, on est souvent surpris quand on pose des questions aux patients en lui disant « Est-ce que ça va bien votre érection ?» Du « Oui, oui, oui. » Puis quand vous creusez, quand vous posez des questions, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de pénétration depuis 2 ans, 3 ans, que les rapports sont de moins en moins fréquents, mais que dans le couple et dans le contexte, ils sont satisfaits. Alors ils vont répondre « Oui, tout va bien ». Vous opérez le patient, il n'a pas d'érection, il n'a pas de rigidité, puis vous pensez que le patient était parfaitement puissant avant, qu'il ne l'est pas après. Alors c'est pour ça, c'est important de bien évaluer le patient et puis d'avoir également ce bon discours avec lui. La fonction érectile, même si on préserve les nerfs, il y a une phase durant laquelle l'influx nerveux ne circule pas. Comme je disais tout à l'heure, les petits nerfs, c'est de la taille d'un cheveu. Donc, on fait de la traction dessus. Il faut que le neurone cicatrise. Tant qu'il n'est pas cicatrisé, l'influx nerveux passe pas. Donc, il n'y a pas de gonflement ou de rigidité. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut s'en occuper. Chez les patients chez lesquels on est sûr que l'érection préopératoire était satisfaisante, il faut les stimuler. Il faut qu'ils se stimulent. Donc, utilisation des médicaments comme Cialis, comme Viagra, utilisation de pompes ou vacuum. Et souvent, je les incite à faire des auto-injections, des petites piqûres dans le pénis pour favoriser la récupération. Et là encore, tout le monde est différent. Il y a des patients qui veulent de la rigidité. Eux, sexe égale rigidité. Donc ces patients-là, ils ne veulent pas attendre que la phase d'influx nerveux arrive et qu'il y a ce qu'on appelle la cicatrisation du neurone qui peut durer 12-18 mois. Alors ces patients-là, il faut les éduquer aux piqûres directement. D'autres qui sont un peu plus patients, ils peuvent se stimuler avec la médication, puis ça va leur convenir. Pompe, médication. Mais c'est un élément qui est fondamental dans la décision et pour ne pas que le patient soit déçu. Et très souvent, on voit qu'il y a une incompréhension à ce niveau. Et d'emblée, il y a un autre message qui est, à mon avis, fort dans le contexte, c'est de dire à un patient qui va se faire opérer, vous allez toujours avoir un orgasme, c'est-à-dire que le plaisir sexuel, vous l'aurez, l'orgasme, vous l'aurez, mais il n'y aura pas de sperme, pas de rigidité au début, mais que tout ça va venir progressivement. Il faut bien dissocier l'orgasme, l'éjaculation, l'érection. Et les patients ont du mal avec ça, alors il faut prendre le temps parce que si on leur explique, ils comprennent un peu plus ensuite. Si on parle de conserver les nerfs érectiles, comme vous aviez dit pendant la chirurgie, l'homme réussit pas à avoir des érections malgré médicaments, admettons, ou avoir un orgasme. Est-ce qu'il y a d'autres options que l'homme peut s'orienter vers? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous proposez qu'on peut faire pour aider? Au-delà des médicaments? Oui.
Il y a une gradation dans les médicaments. On a parlé des médicaments comme le Viagra, le Cialis ou le Levitra ou cette classe de médicaments-là. Après ça, il y a des injections qu'on peut donner dans le pénis, des injections qui permettent encore là d'augmenter la quantité de sang dans le pénis puis de favoriser les érections. C'est ça que vous avez dit était un peu douloureux. Ça peut parfois être douloureux. Il y a des gens qui décrivent des érections très douloureuses en s'injectant ça et la majorité des gens le tolèrent très bien puis trouvent que ça fonctionne bien. Ça fonctionne mieux que les médicaments, mais il faut être prêt à se piquer dans le pénis à chaque rapport sexuel. Après ça, il y a des pompes qu'on peut utiliser, là, des pompes qui parfois vont créer une espèce de pression négative, en fait, qui vont créer une érection, puis qui parfois vont mettre un élastique à la base du pénis pour maintenir l'érection. Ça peut se faire avec ou sans médicaments, là, dépendamment des contextes. Puis souvent, ça permet d'avoir une érection qui permet d'avoir des rapports sexuels. L'étape suivante, là, il y a des prothèses qu'on peut envisager. C'est des prothèses qui sont généralement mécaniques, là, avec une petite pompe qui permet de gonfler le pénis pour avoir une érection. Ou des fois, il y a des prothèses semi-rigides là, qui permettent d'avoir des rapports sexuels qui sont satisfaisants. Quand on regarde la littérature médicale, les prothèses, c'est ce qui donne la plus grande satisfaction parce qu'il y a toujours des érections. Il n'y a aucun moment où ça va pas fonctionner à moins qu'il y ait un bris mécanique. Les médicaments, ça peut toujours aider, mais les érections sont pas juste tributaires ou le résultat de la chirurgie qu'on a eu. Il y a toute la santé générale, le vieillissement normal, le diabète, les syndromes métaboliques qui peuvent avoir un impact là-dessus, mais tout le contexte psychologique aussi. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important pour nous comme cliniciens d'aborder ça simplement, parce que les gens, ils voient ça comme un gros nuage au-dessus de leur tête. Ils ont tellement peur que ça fonctionne pas que c'est assez pour pas que ça fonctionne. Je leur dis souvent, là, les patients de 20 ans qui viennent me voir pour des problèmes de dysfonction érectile, ils se sont pas fait enlever la prostate. Ouais. Mais ils ont tellement peur que ça marche pas. Fait qu'il y a un gros travail d'anxiété de performance aussi qu'il faut, sur lequel il faut se pencher pour être capable d'aider les gens. Si je prends par exemple l'utilisation de la famille des inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, qui est comme le Viagra, le Cialis ou le Levitra, souvent l'erreur, c'est que les gens l'ont essayé une fois puis ont dit « Oh, ça marche pas, je vais essayer autre chose ». Ça fonctionne pas, les médicaments, les pilules ne fonctionnent pas à toutes les fois à 100%. Même chez ceux que ça fonctionne très bien, je dirais que ça va fonctionner dans 80% des cas. Si on a essayé une fois puis on est tombé dans le 20% que ça fonctionnait pas, ça veut dire qu'on va avoir laissé tomber peut-être un médicament ou un traitement qui peut fonctionner. Normalement, pour un essai d'une pilule, c'est au moins d'essayer 4 à 6 fois. Il ne faut pas oublier que des fois, il y a le stress de prendre la pilule puis d'avoir une relation sexuelle qui est plus cédulée, moins spontanée. Ça peut mettre un peu plus de pression aussi. Il y a l'inquiétude qu'on vient d'avoir une chirurgie. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer. Et moi, j'aime mieux essayer un médicament ou un traitement à la fois. S'il ne fonctionne pas, on passe à l'autre. Et ça arrive aussi quand on a tout essayé, qu'on va aller vers une combinaison de traitements qui sont en dehors je dirais, des indications officielles. Mais moi, j'ai des patients qui vont prendre le Cialis, par exemple, 5 mg tous les jours. Et lorsqu'ils ont une relation sexuelle, ils vont ajouter soit un Viagra 50 mg ou un Cialis 10 mg pour essayer d'augmenter la réponse. On fait la même chose aussi chez certains patients qui ne répondent pas aux injections. On peut même ajouter soit le Cialis ou le Viagra ou les Levitra juste après ou avant, en fait, l'injection pour essayer d'augmenter la réponse. Donc, il y a possibilité de faire des essais, mais c'est toujours mieux de les grader et de le faire en collaboration avec son urologue. Parlons de post-chirurgie, disons 2 ans après la chirurgie. Si c'est pas retrouver la normale, si c'est pas exactement comme c'était avant, est-ce qu'on peut dire que là, c'est définitif, ce que vous avez 2 ans post-chirurgie, c'est ce que ça va être pour le restant de votre vie? Est-ce qu'il y a une façon d'améliorer son état? Oui, là, il y a une récupération qui prend du temps. Là, on peut pas aller plus vite que le temps. Là, des fois, là, le temps que les nerfs retrouvent leur chemin et que la stimulation puisse mener à une érection, ça peut des fois prendre un peu plus de temps. Ça serait très étonnant, par contre, s'il n'y a aucune tumescence, aucune activité sexuelle, que du jour au lendemain, ça fonctionne.
Ce qui arrive souvent, c'est que quand ça fonctionne pas tellement bien, les gens évitent les contacts sexuels parce qu'ils ont peur d'être déçus. Puis ça, c'est malheureusement un cercle vicieux parce que if you don't use it, you lose it. Donc, je donne souvent l'exemple à mes patients, si vous essayez de courir un marathon puis vous êtes jamais entraîné, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Fait que ça prend de la stimulation sexuelle pour récupérer. Puis si on commence 2 ans après, il est probablement trop tard parce qu'il se fait une espèce de fibrose, le tissu devient moins réactif. Mais si quelqu'un qui a une progression lente, mais qui progresse un petit peu, ça peut continuer à progresser au-delà de 2 ans. Donc, est-ce qu'on pense que utiliser un médicament, peut-être le Cialis, le Viagra, on en entend parler, est-ce que ça l'aide? Ça l'aide sûrement au self-esteem, comme on dirait peut-être? Oui, en fait, ça fait pas de magie non plus. Ce que ça fait beaucoup, là, ces médicaments-là, c'est que ça amène un plus grand apport de sang dans le pénis, ça amène de l'oxygène, ça favorise la récupération, ça favorise la guérison. Mais c'est le plus important entre des médicaments et de la stimulation sexuelle, c'est certainement la stimulation sexuelle. Okay. Quelqu'un qui fait rien du tout, comme je disais tout à l'heure, qui n'a pas de masturbation, pas de contact sexuel, qui évite toute activité sexuelle, il a beau prendre des Viagra, ça va jamais trop fonctionner. Fait que oui, c'est une béquille qui peut aider. Encore là, faut mettre la table de façon appropriée pour nos patients pour qu'il y ait des attentes réalistes. Quelqu'un qui prend un Cialis ou un Viagra 6 semaines après sa chirurgie, c'est assez peu probable qu'il y ait une érection normale. Ça se peut, mais souvent les gens se découragent parce que ça n'a pas fonctionné, puis là, ils broient un peu du noir. Donc, c'est important pour nous, comme cliniciens, quand on a les gens dans notre bureau, avant même de les opérer, puis après, moi, je leur en parle évidemment assez ouvertement parce que ça fait partie des choses qu'on suit, de parler de leur vie sexuelle, de parler de ce que ça représente, puis peut-être essayer de décentrer toute l'attention des érections, parce que oui, il y en a qui n'auront pas d'érection, mais ils ne seront pas nécessairement insatisfaits sexuellement, ni eux, ni leur partenaire. Puis ça, je pense que c'est important de le comprendre. S'il n'y a aucune masturbation, aucun contact sexuel pendant des mois, on a beau prendre n'importe quoi, on met pas beaucoup de chance de son côté pour que ça récupère. Fait qu'avoir de la stimulation sexuelle avec ou sans médicaments. Puis ensuite de ça, la très grande majorité des gens, c'est des médicaments par la bouche, là, comme du Viagra ou du Cialis ou du Levitra. Puis on associe tout ça, puis on a une stimulation régulière, puis on met les chances de son côté. Est-ce qu'on peut mettre les chances de son côté en prenant plus qu'une méthode? Est-ce que vous suggérez peut-être? Oui, parce qu'il y a quelque chose de très mécanique dans ça. Je vous ai parlé des pompes tout à l'heure. Des fois, associer ça à des médicaments, ça peut aider. Puis oui, c'est possible de les associer. Pas beaucoup des injections avec des pilules par la bouche, ça, c'est des choses à éviter. Des prothèses avec des médicaments par la bouche, c'est complètement inutile, là, parce que dans l'installation de la prothèse, on enlève le corps caverneux qui, lui, est sensible aux médicaments. Fait que c'est pas le genre de choses qui est utile ou suggéré. Mais oui, on peut associer des choses. Puis tout le monde n'est pas pareil. Hein, fait qu'il faut vraiment que tout le monde y aille par essai-erreur puis trouve la solution qui lui convient. En fait, l'hormonothérapie, on la donne quand on a un cancer de la prostate qui est avancé. Puis l'objectif de ça, c'est de diminuer la testostérone. Fait que si on regarde là, dans tout le schème de pensée pour avoir des érections, ça prend du désir, ça prend des nerfs, ça prend des vaisseaux sanguins, puis ça prend un contexte psychologique et hormonal adéquat. Quand on n'a plus de testostérone, la première chose qui part, c'est le désir. Fait que c'est déjà beaucoup de plomb dans l'aile pour avoir des rapports sexuels qui sont satisfaisants parce que très souvent, les hommes sont peu intéressés à avoir des rapports sexuels. Après, c'est essentiellement mécanique. Quelqu'un qui prendrait des médicaments puis une pompe, c'est pas impossible d'avoir des rapports sexuels. Okay. Mais comme ça prend de la motivation, puis comme par définition, quand on n'a pas de libido, on n'a pas de motivation, c'est pas quelque chose de très usuel d'avoir des érections quand on est sous hormonothérapie. En ce qui a trait de la libido, souvent, lors de radiothérapie, il y a de l'hormonothérapie qui est ajoutée. L'hormonothérapie de suppression, où on fait descendre la testostérone presque à zéro et ce traitement-là peut effectivement avoir un impact sur le désir sexuel. Et la baisse de désir sexuel peut être due à une baisse de testostérone qui peut être vérifiée avec son urologue. Et elle peut être aussi psychologique. Tous les désagréments rencontrés au niveau de la fonction sexuelle peuvent faire en sorte que la libido baisse également. On peut certainement utiliser la pompe à vide avec l'injection. Dans les cas où l'injection tout seul ne fonctionne pas, on peut rajouter la pompe, ça augmente le flux sanguin dans le pénis et ça peut permettre à l'injection de fonctionner. La deuxième question, c'était les injections, si on est sous hormonothérapie, on peut certainement les utiliser. Le taux de succès est un peu moindre parce que ça fait
L'hormonothérapie fait baisser la testostérone et la baisse de testostérone fait aussi réduire la réactivité des muscles lisses dans le pénis. Donc, c'est un peu plus difficile à être fonctionnel. De ne pas rester seul, hein, Okay. de ne pas hésiter à aller consulter justement un professionnel en qui on sent qu'on a confiance, de pouvoir justement partager sur sa réalité, de comprendre aussi qu'est-ce qui nous arrive parce que il y a tellement de choses qui se bousculent à l'annonce d'un cancer. Donc, on a envie justement peut-être d'avoir une source rassurante aussi, une source d'information pertinente pour nous aider dans la suite des choses. Donc, une des choses, ça serait de consulter et de parler. Hein. Je pense que la communication, là, c'est la chose la plus importante. Donc, de parler avec notre partenaire justement de notre réalité, de ce qu'on vit, puis de se faire aider si la communication est difficile parce que ça vaut la peine. Avant que tu nous laisses, Audrey, j'ai une dernière question parce qu'on parle beaucoup de partenaires, on parle beaucoup est-ce qu'on devrait consulter seul ou en couple, mais que font nos amis célibataires? Ça doit pas être évident pour eux. C'est une très bonne question, hein, parce que, ben, par exemple, sur un site de rencontre, on va pas nécessairement marquer voici ma situation, j'ai une dysfonction érectile, j'ai pas de désir, j'ai pas de libido. Donc, effectivement, c'est pas évident. Par contre, on va travailler beaucoup justement sur la confiance en soi, l'estime de soi dans nos bureaux. Puis ça, c'est important justement d'être capable de voir qu'on n'est pas notre cancer, hein, on n'est pas justement une maladie. Puis autant quand on parle de la santé mentale, donc de retravailler tous les éléments qui font de nous un bon candidat pour trouver un ou une partenaire, c'est super important de travailler ce volet-là. Puis je vous dirais comme n'importe quoi quand on rencontre quelqu'un, bon, on se mettra pas nécessairement vulnérable ou il y a des choses qu'on va pas raconter dans les premières rencontres. Donc, c'est important qu'on sente qu'il y a une connexion avec la personne, la nouvelle personne ou le nouveau partenaire, pardon, qu'on rencontre, de prendre notre temps. Puis cette situation-là, comme d'autres situations qu'on vit justement dans nos vies, peuvent être nommées graduellement à notre rythme et on peut consulter aussi, encore une fois, je le répète, mais pour nous aider à c'est quoi la meilleure façon pour le nommer aussi, parce qu'encore une fois, c'est du cas à cas. Certains vont être très à l'aise de le nommer et ils vont recevoir une très bonne réponse aussi de l'autre personne. Ah, oui. Mais certaines fois, ben, on a plus peur de la réaction. C'est beaucoup ça, hein? On a peur du rejet de l'autre, puis on veut pas justement se faire juger par rapport à notre situation. Donc, c'est normal de ne pas se sentir nécessairement à l'aise de divulguer ce genre d'informations-là dès les premières rencontres. On a un problème d'érection. C'est donc pas une dépendance psychologique, ça devient une nécessité de traitement pour aider à fonctionner. C'est comme si on fait de l'hypertension, on va prendre une pilule pour baisser notre hypertension, pour pas avoir des conséquences néfastes de l'hypertension à long terme. Donc, il faut voir ça de la même façon. Je me souviens, dans les années 70, on disait que il y avait 90% des hommes qui avaient des problèmes d'érection, c'était psychologique, entre les deux oreilles, puis 10% c'était physique. On sait que c'est l'inverse maintenant. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces aides-là. Je pense que ça peut aider beaucoup de couples dans leur qualité de vie. Cependant, il y a des couples qui vivent très, très bien leur sexualité sans avoir que le partenaire a une érection rigide, permettant une pénétration, et ils s'en accommodent très bien aussi. Donc, il faut s'adapter à chaque situation, à chaque patient, chaque couple, je dirais, pour essayer de les aider à obtenir ce qu'ils veulent. La santé sexuelle, ça dépasse aussi beaucoup les érections. Là, moi, ce que je dis, oui, on parle beaucoup des érections, on parle beaucoup de la dysfonction érectile puis de la récupération, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de parler de vie sexuelle indépendamment des érections. Souvent, les hommes ont l'impression que la vie sexuelle s'arrête une fois que les érections sont finies, ce qui n'est pas le cas. Ça prend une certaine résilience, il faut mettre la table pour ça, ça prend des couples qui communiquent puis des gens qui se parlent. Puis encore là, d'expérience, quand on présente bien les choses aux gens, ben ils ont des attentes qui sont différentes, puis ils sont généralement moins déçus. Tout centrer la vie sexuelle autour des érections, c'est probablement une erreur. Puis ça veut pas dire que les gens récupèrent pas d'érections. Il y en a plein qui récupèrent des érections, mais même avec des érections, la vie sexuelle change.
Puis ça, je pense que c'est important de l'accepter avant de commencer. Puis changer, ça ne veut pas dire que c'est insatisfaisant. Fait que c'est pour ça aussi qu'il faut choisir les mots qu'on utilise, puis il faut présenter ça comme ça aux patients. Puis encore là, d'expérience, il y a des gens qui sont insatisfaits, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas, puis qui apprennent à vivre une nouvelle sexualité qui est tout à fait satisfaisante pour eux et leur partenaire. Bien, c'est sûr qu'on va travailler beaucoup l'intimité. Hein? Souvent, on a été habitué à travailler notre propre sexualité plus que notre intimité. Donc, on va chercher un peu à ce que les deux se rejoignent. Un juste milieu. Un juste milieu, effectivement, parce qu'on veut pas seulement être dans le sexuel, hein? On veut pas être dans le mécanique seulement. On a envie, justement, d'avoir quelque chose de plus de volupté, plus de tendresse, justement, plus de séduction. Donc, ce jeu, justement, avec notre partenaire, avec nous-mêmes même, hein? Développer notre propre intimité sans que ça soit seulement du côté sexuel, c'est important. Donc, on va tenter de joindre les deux et de développer des habiletés, justement, de part et d'autre qui vont nous permettre de pouvoir être plus intime que sexuel parfois, puis que ça réponde autant à nos besoins, justement. Hein, des fois, on se dit, j'ai peut-être envie d'avoir un moment d'intimité avec mon partenaire, puis souvent, on va avoir le réflexe de se dire, ce moment d'intimité-là va nécessairement découler sur de la sexualité, mais c'est là qu'on apprend qu'il n'y a pas d'obligation. On peut être très satisfait seulement dans un moment d'intimité aussi. Effectivement. On enlève énormément de pression parce qu'un des grands enjeux aussi, quand on a un cancer de la prostate ou suite à des traitements, c'est toute l'anxiété de performance. Donc, on veut vraiment enlever ça. Donc, on veut miser encore plus sur l'intimité, la connexion avec l'autre. C'est le plus important dans une relation. Et on veut justement développer cet aspect-là beaucoup plus que rester juste dans ce qui est mécanique, sexuel et autres. Quoique, ça peut se développer aussi, évidemment, mais sans mettre de pression non plus. On peut être très satisfait avec un moment d'intimité sans nécessairement aller toutes les fois dans la sexualité. La vie sexuelle, c'est toujours présent. Hein? Okay. Donc, la sexualité, ça manifeste de différentes façons. C'est sûr que on peut avoir le réflexe de penser qu'il faut une pénétration, par exemple, pour parler de relations sexuelles, mais il existe diverses façons. Et puis, justement, la tâche de la sexologue va être de pouvoir discuter avec la personne ou le couple pour pouvoir voir de nouvelles modalités, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de vivre sa sexualité aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de consulter pour voir qu'est-ce qui est possible, parce que non, la sexualité n'est pas perdue là, à l'annonce d'un cancer ou suite à des traitements. Les deux partenaires vont avoir une forme de deuil à faire. Peut-être le deuil des pratiques qui étaient faites auparavant dans la sexualité, mais de maintenir l'espoir aussi, d'enlever la culpabilité. Ça va être vraiment des outils qu'on va aller travailler pour permettre à la personne de retrouver justement des formes de sexualité ou des formes d'intimité qui vont être importantes justement pour le couple et qui vont être nouveaux. Et Kim, c'est un peu comme des gens qui viennent consulter, qui n'ont pas nécessairement de problématiques, mais que la relation, elle s'est fritée. Ouais. Oui. Donc, les gens viennent consulter, puis c'est un peu la même chose. Hein? On ne reviendra pas à ce qui fonctionnait auparavant, parce que là, visiblement, ça ne fonctionne plus nécessairement au niveau de l'intimité, de la sexualité. Oui, donc on va chercher à développer de nouvelles habiletés, de nouvelles façons de se séduire, de nouvelles façons de vivre notre érotisme et notre intimité aussi, qui est vraiment important. Et le meilleur des préliminaires, je dis toujours, c'est la communication aussi. C'est important, justement, avec son ou sa partenaire, de créer ce lien-là, de pouvoir, justement, vivre de la nouveauté, des choses différentes. Dans l'éducation qu'on a reçue, justement, de plus judéo-chrétienne, hein, c'est vraiment la procréation, la sexualité, c'est de cette façon-là qu'on l'a apprise. Donc, on regarde, justement, comment on peut innover, comment on peut faire autre chose, puis le plaisir, justement, passe par différentes façons. Le toucher, hein, notre plus grand organe sexuel, c'est vraiment notre peau, les sensations, tout ce qu'on peut, justement, utiliser pour créer des nouvelles formes d'excitation, de nouvelles formes justement de satisfaction, de zones érogènes aussi à pouvoir découvrir. Donc, il y a toutes ces formes-là qui sont possibles. Est-ce qu'on inclut le jeu sexuel et les jouets sexuels dans ça? C'est une très bonne question parce que souvent, justement, les gens vont s'interroger, ils vont venir dans nos bureaux parce que, c'est gênant déjà de se procurer des jouets sexuels, quoique maintenant, avec Internet, on peut trouver plus facile, oui.
particulier. Et justement, c'est important de faire le bon choix. Si les gens sont intéressés à essayer des choses, il faut vraiment s'informer, aller voir qu'est-ce qui correspond le mieux. C'est sûr que notre travail en tant que sexologue, ça va être vraiment de regarder avec la personne qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle veut vivre comme sensation aussi. C'est sûr qu'on va pas suggérer des marques en particulier ou des jouets en particulier, mais plus aller avec la personne de qu'est-ce que ça lui apporterait, qu'est-ce qu'elle désire justement développer dans sa sexualité, dans son intimité et qu'est-ce qu'elle cherche justement par l'utilisation de jouets ou d'accessoires aussi. Hein. Je parlais des mains, du toucher, mais il y a différentes façons justement de stimuler des réactions aussi chez sa partenaire ou même sur soi-même. Donc, c'est important de se découvrir l'autre aussi, mais de se découvrir en premier lieu, je pense que c'est important. You have questions, concerns, worries. Contact us 7 days a week at 1-855-899-2873 to discuss confidentially with one of our nurses specializing in uro-oncology, who will take the time to listen to you and provide you with informed answers. The ProCure support team is there for you.